Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Enjeux politiques et approche historiographique du Front populaire. Belgique, un front populaire de papier. José Gotovich. Professeur à l'Université libre de Bruxelles, ULB. Ces quelques pages ont comme modeste objectif d'offrir en ouverture de volume une présentation brève et schématique de l'effet produit hors de l'Hexagone par le Front populaire, effet en creux certes, mais d'une efficacité réelle. À 15 jours des élections législatives, le journal Le Peuple, organe du puissant Parti ouvrier belge, POB, titrait le 5 mai 1936, « Après l'Espagne, la France, après la France, la Belgique ». Et confiant au POB le premier tour de piste pour la formation du gouvernement, comme le lui dictaient les résultats du scrutin, le roi Léopold III enjoignait cependant le vieux leader toujours sulfureux, Émile van der Velde, de former un cabinet d'union nationale et pas de front populaire. Cette peur était-elle justifiée ? Pour le chef de la sûreté de l'État informant le roi sur les grèves qui embrasent la Belgique en juin 1936, le Front populaire est en tous les cas le plus grave danger auquel il faut parer en ce moment 5. Il est intéressant de mesurer la part des fantasmes, des craintes et des espoirs que souleva en Belgique cette idée de Front populaire en regard des couleurs spécifiques que revêtirent les efforts déployés par le Parti communiste pour tenter de réaliser la politique adoptée par le 5e congrès de l'Internationale communiste, IC. Dans ce pays fortement industrialisé, les structures politiques sont stables car enracinées chacune dans un terreau social, économique et idéologique spécifique. Depuis la fin du XIXe siècle, elles se répartissent entre 3 piliers que vient à peine ébranler à la fin des années 20 l'émergence d'un nationalisme flamand qui cherche ses marques et mord peu à peu sur l'électorat catholique alors que la crise aiguise par ailleurs les relations sociales. Quand la stratégie du Front populaire s'inscrit à l'ordre du jour, les protagonistes du théâtre belge se présentent en 4 blocs que l'on peut schématiquement esquisser comme suit. L'acteur clé, objectif premier de l'IC, est ici une social-démocratie qui a conduit la classe ouvrière belge à l'action politique et lui a donné sa force à travers la construction d'appareils syndicaux, coopératifs et mutuellistes. Mais depuis 1926, elle est réduite à l'impuissance par la coalition des droites. En 1933, elle adopte le plan du travail élaboré par Henri de Man, à la fois comme outil de sortie de crise, comme instrument de conquête du pouvoir et comme arme de combat contre le fascisme. Elle entend enrayer la paupérisation des classes moyennes et mettre quelques freins à la toute-puissance du capital financier. Ayant aisément résisté à une scission communiste opérée en 1921, elle en a cependant gardé une hostilité radicale envers les communistes, leur interdisant notamment d'occuper des responsabilités syndicales. L'Église catholique détient encore la toute-puissance sociale, culturelle et politique sur le monde chrétien. Elle structure en miroir l'autrelle du mouvement ouvrier, majoritaire en Flandre. Sa doctrine intègre au Rerum Novarum des accents furieusement corporatistes. Dans ses rangs se mène une franche croisade anti-bolchevique. Le 3e pilier devrait correspondre au radicalisme français. En réalité, le libéralisme, plus ancienne formation politique du royaume, est fort peu structuré. Parti d'élus, porte-parole de la laïcité, rôle qu'il partage désormais avec la social-démocratie, il comprend à la fois l'aile marchande d'un capitalisme de combat, dont l'Empire Solvay est une belle illustration, et des personnalités, entrepreneurs et intellectuels, porteurs d'une pensée progressiste. Ne disait-on pas encore au début du XXe siècle, les gauches libérales ? En agitateur, en aiguillon du projet frontiste, le Parti communiste belge, PCB, émerge à peine d'un étiage catastrophique qui le vit presque disparaître. Sectarisme et scission trotskiste. Mais porté par l'agitation sociale qu'il saisit au bond et anime, il passe en 1932 de 1 à 3 députés qui seront 9 en 1936. En avril 1935, il a abjuré le sectarisme qu'il avait laminé pour saisir avec enthousiasme le cours nouveau. En face de ces composantes putatives d'un hypothétique front populaire, une force s'affirme, 17 députés en 1936, qui mène au nom du nationalisme flamand le combat antipatriotique et emprunte résolument outre-Rhin les rituels et l'idéologie. Le VNV, Vlaams National Verbond, Union nationale flamande. Quant au rexisme, d'inspiration clérico-populiste, il recrute largement dans la petite bourgeoisie, mais séduit également des franges ouvrières.
Son leader, Léon Degrelle, saura s'attirer la sympathie et l'aide matérielle de Mussolini dont il copie tant la stature que le verbe. Un front populaire doit donc, pour avoir quelque chance de succès en Belgique, rallier à sa cause la social-démocratie, dont l'antifascisme ne fait aucun doute, mais qui entend mener seul ce combat, y compris en mettant sur pied des milices antifascistes. La participation du mouvement ouvrier chrétien constituerait la seconde clé, mais celui-ci ne dispose d'aucune autonomie politique. Les quelques pas effectués en 1936 en direction du Rassemblement universel pour la paix seront très rapidement désavoués. Les deux mouvements refusent également toute coopération avec les communistes. L'ouverture va donc s'opérer via les intellectuels, notion qui recouvre en Belgique à la fois les universitaires et des éléments des professions libérales, recrutés parmi les avocats et les médecins principalement. C'est sous l'inspiration directe du modèle français que se crée d'abord, dans la proximité directe des universités de Bruxelles et de Liège, un comité de vigilance des intellectuels antifascistes, CVIA, dont les inspirateurs sont quelques intellectuels communistes qui bénéficient de réseaux maçonniques dont certains d'entre eux font partie. En octobre 1935, une première fondation d'un front populaire sous l'égide d'un professeur de l'Université libre de Bruxelles, ULB, ne connaît que l'adhésion du PCB et de divers dirigeants d'organisations de jeunesse, parmi lesquels quelques rares intellectuels catholiques et libéraux. Mais l'essentiel des forces politiques estime la formule sans objet, notamment en raison de la faiblesse du PCB. La question fondamentale, et elle pèsera sur toute la séquence historique, est celle de la participation du POB au pouvoir. En effet, en mars 1935, le POB a accepté d'entrer dans un gouvernement tripartite dirigé par le catholique Van Zeeland. Celui-ci met fin à la politique systématique de déflation qui a occasionné la révolte ouvrière. La mutation ministérielle de Henri de Man, qui tente vainement de faire appliquer le plan, et de Paul-Henri Spaak, jusqu'alors figure de proue de la gauche au sein du POB, ouvre une ère de présence socialiste au gouvernement qu'appuient fortement les syndicats, soucieux d'obtenir ainsi des mesures de protection pour la classe ouvrière. En décembre 1935, Émile van der Velde prend clairement position contre l'idée d'un inutile et noyauteur front populaire. Mais les élections de mai 1936 ouvrent un second acte qui sera décisif. Le PCB a triplé ses sièges en incarnant l'opposition la plus affirmée à la montée fasciste, dont la menace s'est concrétisée par l'irruption des rexistes et du VNV au Parlement, 21 et 17 sièges. Cette percée provoque la stupeur. Le délégué de l'Internationale communiste à Bruxelles, Andor Béraille, évoque le danger d'une prise de pouvoir du bloc réactionnaire fasciste, Rex-VNV, aile droite catholique, d'autant qu'Italiens et Allemands fournissent des moyens à leurs alliés belges. Relancée, et revigorée par la victoire française, l'idée du Front populaire mord désormais sur la base du Parti socialiste, conquérant la majorité dans les deux plus importantes fédérations, Liège et Bruxelles, ainsi que dans la très remuante fédération des jeunes gardes socialistes. Des accords sont même conclus entre POB et PCB pour la direction des provinces de Liège et du Brabant. Dans ce dernier conseil provincial, un accord permet de désigner un sénateur du Front populaire, seul élu du genre neuf. Sur la lancée, et dopé par l'élan qui soulève le peuple de gauche en faveur de l'Espagne républicaine, jeunesse socialiste et communiste entame un processus d'unification concrétisé à la fin de l'année par la constitution des jeunes gardes socialistes unifiés. Les étudiants scellent cette unité dès la rentrée. Avec l'Espagne, ce sera le seul cas d'unité organique en Europe. Mais malgré l'Espagne, et aussi à cause d'elle, la réponse officielle du POB et des travailleurs chrétiens est non à toute coopération avec les communistes au sein d'un front. La frange libérale qui s'était avancée renonce également. Sous la pression conjuguée des milieux patronaux, de la cour et des catholiques, mais aussi des dirigeants syndicaux socialistes, le Front populaire remis à l'ordre du jour est définitivement enterré en quelques semaines. La tentative de formation d'un gouvernement sous l'égide d'Émile van der Velde a été immédiatement torpillée par la droite. Le 2 juin démarre une grève générale gigantesque qui mobilise 500 000 grévistes, nombre jamais égalé dans une lutte sociale en Belgique, et qui adopte ici et là les modes d'occupation à la française. La peur et la haine sourdent de toutes parts dans la presse de droite, dans les milieux patronaux. L'apocalypse annoncée se produirait-elle ? De leur côté,
les dirigeants syndicaux socialistes voient monter à la faveur du mouvement l'influence des communistes qui ont dissous leur centrale syndicale révolutionnaire et agissent désormais dans leurs rangs. Leur credo gouvernemental s'en trouve renforcé, seule la participation peut amener à la satisfaction de leurs revendications. Au-delà des indispensables avancées sociales exigées unanimement dans les rangs ouvriers, toute victoire bloquera la poussée communiste en leur sein. Dans ce climat agité, les négociations se concluent rapidement. Van Zeeland reprend le gouvernail à la fois pour barrer la route à l'extrême droite et pour endiguer la tempête sociale. Il a publiquement et agressivement condamné le Front populaire comme formule marxiste. Mais le mouvement gréviste donne au POB une position de force au sein de son équipe ministérielle. Pour la première fois dans la très libérale Belgique, un gouvernement va forcer le patronat à la négociation. Le Matignon belge intervient le 17 juin, la grève battant son plein et sous cette pression sont arrachés les 40 heures, les congés payés, la liberté syndicale, le salaire minimum. La droite mettra peu de temps à regretter ces concessions, et son aigreur n'est pas pour rien dans l'accueil mitigé qu'elle fera à l'ordre nouveau en 1940. En revanche, d'autres fractions du monde patronal ont compris tout l'intérêt qu'elles pourraient tirer de cette participation socialiste au gouvernement, et seront prêtes pour la grande négociation qui enfantera l'État-providence à la Belge de l'après-guerre. Le choix opéré par le POB a brisé toute éventualité ou nécessité du Front populaire pour faire face à la menace fasciste. Il a bloqué définitivement les velléités d'unité exprimées dans certains milieux démocrates chrétiens et libéraux. Malgré l'offre du PCB d'intégrer la structure fédérative du POB 10, malgré les actions menées en commun pour l'Espagne, malgré le succès du CVIA à Bruxelles et Liège, mais aussi de certaines de ses formes à Anvers et Gand, le Front populaire et même son succédané, le Front unique socialiste communiste, auront péri avant même d'avoir existé ailleurs que sur le papier ou dans le cœur de quelques utopistes. Pour le POB, axe crucial du projet, l'Union nationale avait été jugée plus efficace et l'avait été. Mais paradoxalement, c'est avec les méthodes du Front populaire dans la rue et les usines, et par la peur qu'il avait suscitée, avec aussi ses revendications, que cet absent fut un agent efficace du progrès social dans le pays. Le Front populaire dans le champ des gauches européennes. Aldo Agosti, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Turin. Je voudrais organiser cette communication en deux parties. Dans la première, je vais aborder plus directement l'histoire du grand tournant qui affecte la politique des gauches européennes en 1934 et l'examiner dans ses principales phases et ses ramifications nationales. Dans la seconde, j'évoquerai quelques enjeux posés récemment par la mémoire et par l'historiographie des fronts populaires. 1934. Le grand tournant de la politique des gauches européennes. Annoncé par plusieurs signaux incertains qui commencent à se manifester après la prise du pouvoir d'Hitler et l'effondrement du mouvement ouvrier allemand, le tournant se produit en l'espace de quelques mois et conduit, une année après, à un changement total de la politique du mouvement communiste qui, à son tour, produit des effets multiples sur les gauches en général. Les facteurs qui déterminent ce tournant sont multiples et de différentes natures. On insiste souvent sur les raisons liées au changement de la politique extérieure de l'URSS 11, ce qui est absolument justifié. Lorsqu'il devient évident que la crise économique commence à s'épuiser sans déstabiliser le pouvoir social et économique de la bourgeoisie, et même qu'elle le raffermit, et que dans ce processus le fascisme joue un rôle qui risque de se généraliser à l'échelle européenne, l'Union soviétique renonce à chercher un modus vivendi avec Hitler et Paris, bien qu'avec prudence et sans oublier ses réserves, sur l'alliance avec les démocraties occidentales. Dans cette perspective, il devient prioritaire pour sa sécurité d'éviter à tout prix que dans ces pays ne l'emportent des forces prêtes à s'aligner et à suivre l'Allemagne nazie dans sa lutte à mort contre le communisme, et de favoriser en revanche la stabilité des gouvernements soucieux de contenir l'expansionnisme allemand. On ne peut donc nier le poids que la politique étrangère de Moscou exerce dans le tournant du Comintern. Mais dans le même temps, il serait faux de réduire ce tournant à un effet pur et simple des impératifs de celle-ci. La nouvelle orientation donnée à la politique de l'internationale communiste paraît plutôt être, comme l'ont bien exposé les historiens anglais McDermott et Agnew, le résultat d'une triple interaction 12,
dans laquelle converge l'action d'en bas, dans au moins quelques sections nationales, les discussions et les initiatives qui prennent corps dans l'exécutif du Comintern et la volonté de l'URSS de tisser un réseau défensif face aux dangers représentés par l'Allemagne nazie. Le désir d'unité de la classe ouvrière. On ne peut en effet sous-estimer le poids de la mobilisation unitaire d'une classe ouvrière qui, ayant déjà chèrement payé les effets de la crise économique, se montre décidée à ne plus subir passivement la suppression des libertés politiques et syndicales qu'implique la montée du fascisme. Sur ce plan, les historiens des différentes tendances reconnaissent l'importance, même symbolique, des événements de février dont la France et l'Autriche sont le théâtre. Ces événements sont connus, il est inutile de les rappeler ici. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'ils fournissaient une série d'indications sur lesquelles les états-majors du mouvement ouvrier ne pouvaient que réfléchir sérieusement. En France, la dynamique des manifestations unitaires qui, après la journée du 6 février, occupent, à la lettre, les rues pendant plusieurs mois, est en elle-même significative. En province, ces manifestations précèdent de quelques jours la fusion des cortèges qui a lieu à Paris le 12 et elles vont continuer dans le mois suivant, alors qu'au contraire, dans la capitale, les rapports entre le Parti socialiste SFIO et le PC deviennent à nouveau tendus, les communistes dénonçant la lâcheté de la République bourgeoise face à la menace fasciste 13. En réalité, une pression forte et spontanée des organisations syndicales locales de la CGT et de la CGTU entraîne les militants socialistes et communistes, et les amène à surmonter une division plus que décennale. Un témoin d'exception, le socialiste Léon Blum, dans son intervention à la commission exécutive de l'Internationale socialiste en septembre 1934, exprime très bien le sens de ce processus. Dans les régions les plus différentes et le plus éloignées du pays, on a perçu le même courant électrique. Le désir de l'unité, la volonté de l'unité, latent sans doute pendant des longues années, ont émergé tout à coup à la surface sous l'impact de l'agression du 6 février. Après le 6 février, les masses populaires ont compris instinctivement que, en France comme ailleurs, l'unité des travailleurs était la garantie la plus sûre contre la menace fasciste. La réaction naturelle qui jaillit de l'instinct d'autoconservation s'accorde avec un examen rationnel de la situation réelle. Nous sommes pourtant en présence d'un mouvement puissant, d'autant plus puissant qu'il est spontané, et que personne ne peut ou ne devrait refuser de reconnaître 14. Si tels étaient les sentiments de l'homme qui avait plus que n'importe qui personnifié la défense de la vieille maison socialiste après la scission de Tours, ils étaient également partagés par les dirigeants communistes, et probablement par les cadres moyens jusqu'au sommet du bureau politique. Ils témoignent d'une longue tradition de loyauté républicaine que la classe ouvrière française avait assimilée de génération en génération, grâce à un système d'éducation fondé sur les valeurs de 89. La menace fasciste ramène à la surface, au-dessus de la couverture étouffante de l'idéologie classe contre classe, un réflexe de gauche selon lequel la démocratie, même bourgeoise, c'est tout de même quelque chose. En réalité, si l'on relit la presse de l'Internationale communiste, IC, et de ses partis, ainsi que les discussions à l'intérieur de ces organismes dirigeants, on est frappé de constater que les journées de février en France éveillent une attention bien moindre que les événements contemporains en Autriche. Et pour cause, l'insurrection à Vienne et à Linz des ouvriers encadrés dans le Schutzbund contre la destitution de la municipalité de la capitale par Engelbert Dollfuss paraît encore correspondre avec la ligne établie par le 13e congrès du Comintern en décembre 1933. Palmiro Togliatti, par exemple, croit voir s'ouvrir en Europe une période de guerre civile des travailleurs contre les classes dominantes bourgeoises, et croit surtout discerner un infléchissement de la crise de la social-démocratie qui peut devenir, si l'action de l'avant-garde communiste se développe avec l'énergie nécessaire, une crise de désagrégation définitive. C'est une analyse cohérente avec la lecture du rapport entre crise, fascisme et révolution prolétarienne, que l'IC n'a cessé de proposer au cours des 5 dernières années. Mais les événements autrichiens impliquent aussi, pour un regard plus attentif, une leçon nouvelle pour les deux courants du mouvement ouvrier. D'une part, il est clair que le choix systématique du mal mineur que le Parti socialiste autrichien, SPE, a poursuivi avec la même obstination que le parti frère allemand, aboutit finalement à la défaite,
D'autre part, on ne peut pas ignorer qu'à Linz et à Vienne les sociodémocrates ont eux-mêmes accepté de se battre armes à la main contre le fascisme, montrant ainsi que l'équivalence établie par le Comintern entre social-démocratie et fascisme n'a aucun fondement. De plus, et c'est un autre facteur du tournant sur lequel on reviendra, le déplacement à droite des équilibres politiques en Europe en 1933 et la radicalisation de la base ouvrière qui s'en était suivie ont réveillé des courants de gauche combatifs dans toute une série de partis sociodémocrates, tels les partis français, belges, espagnols, autrichiens. Cette tendance, même si elle n'arrive pas à dissiper l'hostilité irréductible de la partie la plus influente de la social-démocratie face au communisme, ne peut que conditionner les positions de l'Internationale ouvrière socialiste, IOS, en l'empêchant de rejeter sans préalable toute hypothèse d'action commune. Mais surtout, les fondements même de la vision stratégique sur lesquels s'était fondée la reconstruction de la social-démocratie après la guerre et la Révolution d'Octobre, la pleine confiance dans la démocratie bourgeoise et dans la possibilité de réformes permettant d'améliorer le capitalisme et l'ordre international, sont mises en cause. En Espagne, la démocratie parlementaire bourgeoise a des racines beaucoup moins solides et garde un visage plus étranger et hostile qu'en France et en Autriche aux yeux d'une classe ouvrière encore remarquablement influencée par l'anarchisme. Elle occupe dans ce processus une place cruciale. Dans le pays ibérique, un embryon d'organisation unitaire existe déjà, quoique sans structure nationale. Ce sont les Alianzas Obreras qui rassemblent dès 1933 les socialistes du Parti socialiste ouvrier espagnol, PSOE, plusieurs groupes de dissidents communistes et du syndicalisme révolutionnaire et après septembre 1934, un nombre croissant d'organisations locales du Parti communiste. Mais ici, bien plus que la dialectique subtile des sommets des partis politiques, c'est un puissant mouvement à la base qui se produit, une résistance mobilisant de larges couches de la société civile contre la volonté acharnée de revanche des anciennes classes dirigeantes. Cette tendance arrive à son zénith en octobre 1934, à la suite de la formation d'un nouveau gouvernement de droite. Dans les Asturies, région aux traditions révolutionnaires profondément enracinées, la tension sociale, alimentée par un front unitaire qui comprend les anarchistes, aboutit à une véritable tentative d'insurrection étouffée dans le sang. À Barcelone aussi, la grève générale du 6 octobre contre le nouveau gouvernement soulève une vague de répression majeure. Mais c'est justement cette répression qui pousse, dans la ville et dans la Catalogne entière, à une recomposition unitaire des couches populaires. C'est en octobre 1934 que s'amorce un mouvement dans les diverses régions du pays qui, s'il revêt des caractères différents, finit en tout cas par briser la barrière des vieilles divisions et par créer un climat d'unité à gauche, dans lequel la revendication de l'amnistie pour les prisonniers politiques joue un rôle central. À leur tour, les mouvements d'humeur à la base des partis communistes ne peuvent pas être simplement ignorés ou déformés par les groupes dirigeants. Des symptômes du malaise face à la politique classe contre classe, imposée par l'Internationale, se sont dès 1932 manifestés dans quelques partis, tels le PCF ou le Parti tchécoslovaque, mais aussi dans le Parti communiste allemand, KPD. L'impact de la prise du pouvoir par les nazis a été très fort dans le monde de la culture, et une certaine mobilisation des intellectuels contre le danger du fascisme et de la guerre a lieu, à la fois sur l'initiative communiste, mais en dépassant l'étroitesse des mots d'ordre dont la tragédie du mouvement ouvrier allemand a démontré l'inefficacité. En France, le mouvement Amsterdam Pleyel est le moteur essentiel de ce processus de mobilisation des intellectuels. Dans les appareils communistes eux-mêmes, bien que bureaucratisés, il existe un esprit d'autoconservation qui commence à prévaloir sur l'aveuglement idéologique. Cet instinct se fait sentir au sommet même de l'IC-22. Staline, fin politique, se rend compte que l'ignorer pourrait in fine mener à une sorte d'euthanasie du Comintern, et le Comintern n'est pas un instrument dont il est utile de se défaire alors. Le dictateur soviétique veut certainement maintenir ouvertes différentes issues, même si son jugement concernant la démocratie bourgeoise et la social-démocratie, négatif sur le fond, n'a pas changé. Mais il est conscient qu'il faut changer de ligne, qu'il faut faire quelque chose pour mettre fin à la série de défaites que le mouvement communiste a accumulées dans les 10 dernières années. C'est une interprétation d'une tendance bien présente au sommet de l'État soviétique en 1934.
est l'interlude entre la phase plus dure de la collectivisation et le déchaînement des purges après l'assassinat de Kirov. Staline devine en Georges Dimitrov, fort du charisme que ce dernier vient d'acquérir au procès de Leipzig, l'homme qui peut se faire le porte-parole d'une nouvelle politique du mouvement communiste, et il l'élève à la charge de premier secrétaire du Comintern. À son tour, le communiste, bulgare, qui croit certainement plus que son mentor en l'unité antifasciste, ne se borne pas au rôle de simple exécutant, mais trace les lignes d'une révision profonde et audacieuse de la tactique du mouvement communiste, qui vise surtout à mettre fin à l'isolement de ce dernier dans les sociétés européennes en lui donnant ou en lui restituant une dimension de masse. La France, un laboratoire. La France constitue le véritable laboratoire où les trois facteurs de cette complexe interaction se manifestent de la façon la plus claire, et devient ainsi l'axe stratégique de la nouvelle ligne. Le PCF, brûlé par les critiques dont il avait été objet en 1932 à 1933, suit d'abord avec prudence et même répugnance les directives de Moscou, qui poussent à une alliance avec la SFIO. Il n'accepte pleinement ces directives qu'après sa conférence organisée à Ivry, en juin 1934. Il faut tout de même reconnaître que, une fois engagés dans le nouveau chemin, les communistes français marchent avec détermination et courage, et apportent leur propre contribution à la mise en place de cette politique. La directive du retour au front unique d'en haut est élargie durant l'été 1934 aux autres pays européens. Les résultats ne sont pas satisfaisants partout. Dans beaucoup de cas, la méfiance de la social-démocratie demeure, et pour cause, enracinée et profonde, et des résistances sourdes et acharnées se manifestent aussi dans les appareils de quelques partis communistes, comme le parti allemand ou le parti hongrois. Néanmoins, c'est le climat d'ensemble qui change de façon sensible. De nouveaux contacts sont pris entre les directions des deux internationales, et à l'automne 1934, leur délégation se retrouve pour organiser l'aide aux victimes de la répression déchaînée en Espagne contre les mineurs des Asturies. Le tournant culmine dans le 7e congrès de l'Internationale communiste, juillet-août 1935. Dimitrov et Togliatti y expliquent dans leur rapport les lignes fondamentales d'une politique fondée sur l'alliance des forces antifascistes et sur la défense du statu quo face à la menace d'agression nazie. Il se déroule en réalité en 2 temps. Jusqu'à l'automne 1934, et peut-être même jusqu'au printemps 1935, l'Internationale insiste surtout sur l'unité ouvrière et l'unité de classe. Mais, bien que le but déclaré soit de toucher les couches traditionnellement considérées comme alliées du prolétariat, paysans, petite bourgeoisie appauvrie, il reste soumis à la théorie de la supériorité d'une solution socialiste de la crise qui va s'imposer comme la seule possible 26. Mais le fait de prôner que, désormais, faire barrage au fascisme et donc défendre les institutions démocratiques existantes est le but prioritaire débouche assez vite, surtout à la suite de l'initiative du PCF et de l'ouverture de Maurice Thorez vers les radicaux en octobre 1934, sur une opération politique beaucoup plus ambitieuse. Il s'agit de rassembler dans un front populaire, sans discrimination de classe, toutes les forces politiques qui assument cet objectif et sont prêtes à reconnaître le rôle international de l'URSS dans cette stratégie. C'est ainsi que, dès la fin de 1934, l'accent se déplace de plus en plus sur la nécessité d'étendre l'alliance non seulement aux bases sociales des partis démocratiques de la bourgeoisie, mais aussi à leurs organisations et groupes dirigeants. On peut dire que la saison des fronts populaires ne commence qu'avec l'acceptation de la nécessité de collaborer avec ces derniers, et avec la modification du programme que cela implique, à savoir l'atténuation des revendications proprement socialistes et la priorité accordée à la défense des institutions parlementaires de la démocratie bourgeoise. Les enjeux de la mémoire et de l'historiographie des fronts populaires. On est frappé par la place que le Front populaire occupe dans la mémoire communiste, et plus généralement de la gauche, une place qui paraît disproportionnée par rapport à sa durée historique et à ses résultats. Sous maints aspects, en effet, son histoire dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale est celle d'une série de défaites. Dans la plupart des pays européens, aucune forme durable de collaboration des partis communistes avec les partis socialistes ou les forces de la bourgeoisie dont ils recherchent l'alliance n'est atteinte. En France, les grands espoirs suscités par la victoire des gauches en mai 1936 sont annihilés en moins d'1 an et font place à une atmosphère de méfiance et de division.
Les 5 gouvernements techniquement définissables comme de fronts populaires qui se succèdent en 3 ans, seul le premier, présidé par Léon Blum, se signale par le caractère incisif de ses réformes sociales, mais il n'a ni la force ni la cohésion intérieure nécessaires pour apporter un soutien efficace à la République espagnole menacée par la sédition militaire. La majorité parlementaire qui le soutient est affaiblie de l'intérieur par la pression des franges les plus conservatrices de la société française, et finalement elle s'effrite, déchirée entre la volonté de s'opposer à la politique agressive des fascismes et le désir parfois plus fort d'éviter à tout prix une autre guerre. Le même Parlement qui a donné sa confiance à Léon Blum livre 4 ans plus tard le pays, désorienté et humilié, à la dictature philo-fasciste du maréchal Pétain. En Espagne, le Frente Popular, après avoir résisté péniblement et avec des fractures profondes pendant 3 ans de guerre civile, est finalement défait sous le poids conjoint de la politique aveugle des démocraties occidentales et de ses dissensions intestines. À une échelle plus générale, la mobilisation contre le fascisme et la guerre ne parvient pas suffisamment à modifier l'orientation de l'opinion publique. L'Union soviétique elle-même n'est jamais vraiment conquise à l'idée qu'il soit possible de reformer l'ordre d'après-guerre, ou même seulement de le maintenir et d'éviter réellement la guerre. Il est significatif que pas un seul écrit ou discours public de Staline ne s'exprime clairement sur la notion de front populaire. L'option en faveur de la démocratie qu'elle implique n'a pas de valeur en soi. Elle reste toujours fonctionnelle, mais est subordonnée à la défense des intérêts de l'URSS. L'atmosphère du Front populaire. Néanmoins, il ne serait pas juste de considérer l'expérience des fronts populaires entre 1934 et 1939 dans cette seule perspective. Elle évoque en réalité une atmosphère, une mentalité, une coutume politique qui vont nettement au-delà de ses résultats pratiques et qui exercent une influence profonde dans de multiples directions. C'est ce qui a permis à la mémoire, au mythe si l'on veut, des fronts populaires de survivre au-delà de leur défaite. On ne peut pas manquer de remarquer, comme le faisait Serge Wolikow dans son livre de 1996, que dans un moment où les historiens jettent un regard panoramique sur le siècle écoulé, le Front populaire apparaît comme un épisode marquant d'une histoire politique et sociale dont la singularité, sinon l'exceptionnalité, reste frappante. En effet, la question des fronts populaires demeure encore bien vivace, malgré les apparences, dans le débat historique. Dans son livre L'âge des extrêmes, un des plus grands historiens contemporains vivants, Éric J. Hobsbawm, nous a donné une lecture du XXe siècle qui regarde encore la lutte contre l'ennemi commun des années 1934 à 1945 comme un des moments décisifs dans la formation du monde contemporain. On pourrait même dire qu'il arrive à y voir, sous certains aspects, l'origine culturelle de cette autoréforme du capitalisme qu'il pose à la base des années d'or, du welfare state et du cercle vertueux entre croissance économique et conquête sociale des années 60-29. À son tour, un autre historien anglais, Donald Sassoon, d'une génération plus jeune que Hobsbawm, mais très proche de lui du point de vue politique et méthodologique, a publié une synthèse admirable de l'histoire du socialisme ouest-européen, dans laquelle il aborde l'expérience des fronts populaires avec une démarche beaucoup plus critique, en soulignant sa faillite sur le plan de la politique internationale et en relativisant son succès en termes de conquête sociale. Néanmoins, il admet que les fronts populaires restent dans la mémoire contemporaine un des grands moments du XXe siècle, un symbole d'espoir et d'unité, un moment d'engagement des intellectuels, de progrès social, d'accès à la dignité pour les couches les plus modestes de la société. Le renouvellement des perspectives d'analyse en France, en Espagne et en Europe. Certes, l'étude des fronts populaires a connu dans les 20 dernières années un renouvellement assez profond. Les discussions passionnées dans lesquelles était engagée une bonne part de l'historiographie des années 70, notamment sur l'actualité des fronts populaires comme forme possible de transition au socialisme, ont perdu beaucoup de leur intérêt une fois passée l'époque de l'eurocommunisme et de la révolution des œillets au Portugal. En outre, le centre d'attention des historiens s'est déplacé pour se focaliser sur 2 pays où le Front populaire a accédé au pouvoir, c'est-à-dire la France et l'Espagne. En France surtout, la recherche a couvert les rapports entre le Front populaire et les dynamiques du conflit social et de l'organisation ouvrière dans les différentes régions, tandis que l'on portait de plus en plus d'attention aux formes d'expression de l'identité sociale de la classe ouvrière, indépendamment de sa participation politique,
ou à l'histoire de la culture, de ses pratiques et ses représentations 31. Le déclin d'une historiographie fortement idéologique s'est manifesté aussi dans l'Espagne de la transition post-franquiste. Plutôt que de souligner les facteurs d'affrontement idéologiques et politiques, les historiens se sont intéressés à la façon dont la guerre avait été vécue dans sa quotidienneté, à ses retentissements dans l'univers mental des Espagnols et dans le monde de la culture. On a approfondi ainsi l'étude des réalités régionales, et plus généralement l'historiographie s'est efforcée de pointer les raisons historiques, sociales, culturelles et traditionnelles de la fracture affectant la société espagnole. De façon en quelque sorte parallèle, l'historiographie des pays qui n'avaient pas connu l'expérience du Front populaire ni comme gouvernement ni comme mouvement de masse, mais tout au plus comme culture politique, a dirigé son attention surtout sur les retentissements de la crise économique et sociale des années 30 dans les différents systèmes politiques. L'éloignement de l'époque où le fascisme représentait un phénomène central de la politique européenne, l'affermissement du rapport entre démocratie et développement qui a marqué l'histoire de l'Occident européen, la conscience que le fascisme même, pour certains aspects concernant l'organisation des processus économiques et des rapports entre société et État, ne pouvait guère être séparé de la transformation générale des sociétés capitalistes dans l'entre-deux-guerres, tout cela a poussé à privilégier l'étude des cultures politiques qui, dès les années 30, ont essayé de répondre aux défis politiques, économiques et sociaux lancés par la transformation du capitalisme et ont de quelque façon anticipé son autoréforme après la Seconde Guerre mondiale. Établir une hiérarchie entre les politiques qui eurent comme but principal l'opposition au fascisme et celles qui eurent la possibilité de rechercher des formes nouvelles de gouvernement dans des sociétés ouvertes aurait peu de sens. Il faudrait plutôt remarquer, comme l'a fait un autre historien britannique, Geoff Eley, la convergence objective qui, au-delà des divergences idéologiques, est établie entre la stratégie communiste des fronts populaires et celle de plusieurs courants de la social-démocratie, pas nécessairement de gauche, se concrétisant dans une démarche commune, construire le support populaire graduellement et dans la longue durée, en interprétant les aspirations progressives de toute couche de la société, exercer une influence publique croissante par les institutions existantes, bâtir l'autorité morale du mouvement de la classe ouvrière sur les fondements de la transition démocratique 33. Cette démarche survit au choc du pacte Molotov-Ribbentrop et arrive à mobiliser les aspirations populaires autour d'une vision de réforme de la société fondée sur la citoyenneté démocratique, l'égalitarisme, la justice sociale. Plus encore que les convergences sur un programme, qui jusqu'au début de la guerre froide entraîne bien souvent des franges du catholicisme social aussi bien que du radicalisme libéral, c'est l'antifascisme qui constitue le ciment de ce changement de perspective. Ce même antifascisme qui a marqué l'expérience des fronts populaires d'une façon décisive, qui en a fait quelque chose de différent par rapport à tout autre au moment de mobilisation sociale et politique. C'est la mobilisation contre le fascisme et la menace de la guerre, au-delà des contradictions impliquées par cette association, qui marque profondément la vie politique et culturelle de plusieurs pays, y compris dans certains États où l'influence du mouvement ouvrier organisé s'était toujours heurtée à des obstacles sérieux. Même les politiques plus pragmatiques entamées par les social-démocraties nord-européennes, contre les effets de la crise économique, peuvent être considérées comme une sorte d'antifascisme préventif ayant pour but d'éviter la dislocation sur le terrain de la réaction des couches moyennes et paysannes. L'antifascisme. Après l'écroulement des systèmes communistes en Europe et la crise profonde des partis se réclamant de cette idéologie, cette vérité incontestable est devenue en un sens encombrante. Plusieurs historiens comme François Furet ont été amenés à soutenir que l'antifascisme était une catégorie politique abstraite et exclusivement négative, donc dépourvue de vrai contenu. Pour eux, sa fonction a été surtout celle d'un instrument de légitimation, d'une couverture servant à dissimuler les buts inavouables du communisme. Certes, il ne s'agit nullement de nier que les décisions finales concernant la politique communiste, en France comme en Espagne, étaient prises à Moscou. De la même façon, on ne peut pas nier qu'un élément de duplicité, de manipulation, de manœuvre a effectivement toujours existé dans l'action des partis communistes, même dans les moments les plus glorieux de leur histoire. Les archives sont là pour le montrer.
Il ne faut pas oublier non plus que la reconnaissance de la démocratie bourgeoise comme terrain à défendre ne s'accompagne pas d'une élaboration théorique adéquate. D'abord, l'antifascisme est plaqué dans le schéma classique des objectifs transitoires. Ensuite, les transformations profondes dont la démocratie bourgeoise fait l'expérience sont saisies avec difficulté et retard par le Comintern et ses sections. Néanmoins, avec la période des fronts populaires, les partis communistes deviennent une force réelle, acquièrent une dimension de masse, en France et en Espagne surtout, mais pas seulement, célèbrent la réconciliation avec leurs racines nationales, gagnent pas mal de terrain dans le processus de nationalisation-intégration des pays respectifs. D'une certaine façon, ils commencent à combler le fossé entre la dimension téléologique et la dimension sociétale qui marque toute leur histoire 36. À côté de la légitimation et de l'autorité qu'ils tirent de leur lien avec l'URSS, ils créent les conditions pour développer les leurs propres, fondés sur le consensus qu'ils recueillent par leur action politique dans la société nationale. Donc, ce qu'il faut souligner, ce n'est pas tant l'ambiguïté que les partis communistes, en tant que porteurs d'un modèle de société incompatible avec la démocratie, introduisent dans le front de l'antifascisme. Bien plus importantes semblent les contradictions que leur participation à une expérience et à une pratique démocratique ouvre à l'intérieur de ces mêmes partis, les modifications qu'elles introduisent dans leur culture politique. En même temps, l'antifascisme comme clivage politique et culturel est loin de se réduire à son rapport, pas du tout unilatéral d'ailleurs, avec la stratégie et la tactique des partis communistes. Les thèmes de l'épuisement de la société libérale, de la faillite du marché, du déclin de la démocratie politique, de la crise du réformisme, atteignent les cultures politiques non communistes sous le choc des événements dramatiques des années 1929 à 1934. La recherche d'une collaboration politique avec les communistes, l'attitude plus favorable face à l'URSS et à sa réalité économique et sociale, sont la conclusion d'un processus qui se nourrit de la leçon des faits, beaucoup plus qu'il n'est soumis à une sorte d'influence magnétique de l'idéologie communiste. Le phénomène le plus significatif n'est pas tant la mise en cause, même dans des partis légaux et légalistes, de la possibilité d'achever la transformation sociale par une voie pacifique et constitutionnelle. C'est plutôt l'affermissement de la conviction que n'importe quelle stratégie révolutionnaire doit impliquer au préalable l'établissement d'une démocratie politique et sociale solide, et donc la tendance à repenser les caractéristiques et les contenus du réformisme. L'antifascisme est précisément le terrain sur lequel cette révision parvient à se définir, sous l'impulsion du double rapprochement entre le mouvement communiste et le mouvement socialiste, et entre la gauche classiste et la gauche démocratique et radicale. Chaque culture politique apporte quelque chose aux autres et en absorbe l'influence. Le résultat final de cet amalgame, une fois la guerre finie, est une sorte de transfiguration de l'antifascisme, grâce à laquelle d'un côté celui-ci dépasse la négation du fascisme et dégage pour ainsi dire une énergie positive et constructive 38. De l'autre, la lutte entre fascisme et antifascisme assume aussi le caractère de la compétition entre différentes issues de la crise de l'économie libérale 39. La victoire de l'antifascisme, malgré toutes ces contradictions irrésolues, se prolonge au-delà du conflit et constitue la base de la construction de la démocratie d'après-guerre sur des fondements nouveaux. La vague de grève du Front populaire, des interprétations divergentes et incertaines. Stéphane Sirot, docteur en histoire, chargé de cours à l'université de Cergy-Pontoise. L'historiographie du Front populaire s'est largement déployée autour d'une triple dimension. Celle d'un mouvement social d'une ampleur sans précédent, celle d'une expérience gouvernementale originale, dirigée pour la première fois en France par un socialiste avec le soutien sans participation du PCF, enfin celle d'un moment crucial de l'histoire du communisme, appréhendé d'abord essentiellement dans son contexte national, puis bien davantage dans sa dimension internationale après ouverture de nouvelles archives dans les années 90. Chacun de ces aspects a soulevé et soulève parfois encore des débats, des divergences d'interprétation. Naturellement, l'importance de l'événement a rendu dès l'abord indispensable son intelligibilité, et d'ailleurs, l'effervescence du printemps 1936 à peine retombée, les premières tentatives d'analyse ont été produites. L'essai le plus précoce est publié en 1937, sous la forme d'un long article qui s'attache particulièrement à distinguer ces différentes phases.
Mais la véritable émergence du Front populaire comme objet d'histoire se produit une vingtaine d'années seulement après son déroulement. Cela éclaire sans doute au moins en partie la tournure majeure prise par les analyses longtemps développées. Jusque dans les années 1970, confrontés aux témoignages et aux mémoires d'anciens acteurs, les historiens ont dû analyser les événements en restant prisonniers d'une question qu'ils n'avaient finalement pas posée. La France de juin 1936 traversait-elle une crise révolutionnaire ? Il est d'ailleurs patent qu'au moment où le Front populaire s'affirme en tant qu'objet d'étude, plus particulièrement au début des années 60, deux types de productions s'entrechoquent. D'une part les souvenirs d'acteurs, d'autre part les travaux et colloques universitaires suscités par la Fondation nationale des sciences politiques, FNSP 43. Ajoutons que certains auteurs présentent même la caractéristique d'incarner les deux dimensions, celle de l'acteur et celle du chercheur. Georges Lefranc en est certainement l'exemple le plus emblématique. Militant socialiste actif durant l'entre-deux-guerres, il devient un analyste prolixe marquant de sa forte empreinte l'historiographie du Front populaire en général et celle des grèves en particulier 44. L'accent mis sur la signification révolutionnaire ou non du Front populaire oriente donc longuement, tout en constituant aujourd'hui encore un détour la plupart du temps obligé, le sens du double questionnement concernant les grèves de mai-juin 1936, dont Antoine Prost formule ainsi le contenu dès 1965 dans une communication à un colloque organisé par la FNSP. Il nous semble que toutes les controverses suscitées par l'interprétation des grèves de juin 1936 tournent autour de deux problèmes centraux. On se demande d'où est venu ce vaste mouvement social et où il voulait mener le Front populaire 45. La teneur des interprétations est dans l'ensemble bien connue. Antoine Prost les a de surcroît réinvestis assez récemment 46. Il n'en sera donc rappelé que les termes majeurs, leur émergence et leur évolution dans le temps. Puis nous essaierons surtout de nous positionner dans le débat historiographique, en insistant notamment sur l'inscription du mouvement social de mai-juin 1936 dans un temps long de l'histoire des grèves et du salariat, démarche qui paraît pouvoir contribuer à faire évoluer une historiographie aujourd'hui plutôt figée. Pourquoi une telle vague de grève ? Les origines profondes et immédiates du mouvement. Un peu comme pour une guerre mondiale, il est rapidement devenu habituel de chercher à l'intense bataille sociale du printemps 1936 des raisons profondes et des causes immédiates. Un peu curieusement, a priori, le questionnement s'attarde surtout dans un premier temps sur l'origine immédiate du déclenchement des grèves, plutôt que d'en rechercher des raisons davantage inscrites dans les profondeurs de l'histoire économique et sociale de l'entre-deux-guerres. Il faut sans doute voir là également l'écho marquant des débats qui ont agité les contemporains des événements, tant au cours de leur déroulement que dans leurs témoignages ultérieurs. S'agit-il de grèves spontanées ou au contraire, de mouvements décidés, déclenchés, menés et encouragés par les militants ouvriers ? Au moment des faits, tirant argument de sa non-participation au gouvernement, la droite accuse le PCF et ses relais militants à l'intérieur de la CGT, les ex-unitaires, d'être les chefs d'orchestre de l'événement, d'attiser les braises, de vouloir déborder par la gauche le cabinet mis en place par Léon Blum. Certains impliquent également l'ennemi héréditaire du moment, l'Allemagne, d'autres désignent un complot soviétique ou incriminent les deux ensemble, tel Henri de Kérillis dans l'Écho de Paris du 3 juin 1936. De toutes les hypothèses que j'entends formuler, une seule me paraît vraisemblable. Les chefs communistes auraient été manœuvrés et entraînés par certains de leurs agents doubles au service de l'Allemagne. Ou Jacques Bardou dans la Revue de Paris du 15 août. Un complot est tramé qui, s'il aboutit, assure l'instauration de la dictature rouge et ouvre nos frontières à l'invasion allemande. La thèse du complot communiste porte même au-delà des cercles conservateurs puisqu'elle est par exemple reprise, avec des tenants et des aboutissants certes différents, par Pierre Monat le 25 juin 1936 dans un article de la Révolution prolétarienne. Les historiens ont au fait de réduire à néant ce qui constitue des fantasmes susceptibles d'être produits par une époque agitée, où la théorie du complot est somme toute monnaie courante dans les champs social et politique. L'extrême gauche, en l'occurrence les trotskistes et la gauche du PS, privilégie davantage la thèse de la spontanéité des masses qui surgissent sur la scène sociopolitique pour exprimer leur mécontentement et imposer un changement en profondeur. Cette extrême gauche elle-même, à l'instar du PCF mais dans une moindre mesure,
a pourtant par ailleurs été convoqué par les tenants de la théorie du complot. Parmi les historiens, certains ont porté l'accent plutôt sur la spontanéité du mouvement, d'autres ont insisté davantage sur le rôle joué par les organisations ouvrières, en particulier par les syndicalistes de la CGT proches ou membres du PCF. Mais l'idée de la spontanéité paraît dominante, à condition de ne pas se méprendre sur le contenu de ce terme tel qu'il est employé. Il renferme bien moins l'idée d'une éruption anarchique, incontrôlée et sans fondement que celle d'un déclenchement sans manipulateur mais point sans racine. Georges Lefranc est en général l'auteur le plus volontiers associé à l'interprétation d'un mouvement éclos de manière inattendue, soudaine, explosive. Le titre de son fameux ouvrage Juin 1936. L'explosion sociale du Front populaire a certainement à lui seul beaucoup orienté d'emblée la lecture de son propos. Récemment encore, il a été écrit que cet auteur fonde par ce titre une lecture du Front populaire, événement sans racine, dont la soudaineté sociale dit la surprise 48. Il semble pourtant que la lecture proposée par Lefranc soit moins caricaturale que cela. Il écrit d'ailleurs lui-même dès la 2e page de l'introduction de son ouvrage, rétabli dans son sens initial, l'expression d'explosion sociale traduit la soudaineté et la brutalité de l'événement. Il n'en a pas moins été préparé par une longue accumulation d'événements, dont on ne pouvait prévoir à quoi ils aboutiraient 49. Ajoutons qu'un peu avant Lefranc, Antoine Prost avait écrit « La seule thèse acceptable est donc en définitive celle d'un mouvement très largement spontané ». Et d'ajouter en note, ce rapport a été rédigé avant la parution du livre de Georges Lefranc, et la communication qu'il a consacrée à la problématique des grèves françaises de 1936. Dans l'ensemble, les thèses de Georges Lefranc complètent les nôtres plus qu'elles ne les contredisent. Enfin, plus récemment encore, dans son article de critique historiographique et de réflexion, le même auteur confirme « Il est donc clair qu'aucune force politique ou syndicale nationale n'a voulu ces grèves. Elles sont venues d'en bas, de la base, et non du sommet, des états-majors. C'est pourquoi on peut les dire spontanées 52. » Ni Lefranc ni Prost, ce dernier y insiste d'ailleurs dans son article de 2002, ne méconnaissent pour autant le travail syndical de longue durée contribuant à créer un terreau favorable à l'émergence de la revendication sociale, ni l'accompagnement militant des conflits une fois ces derniers déclenchés. Au fond, les historiens n'ont jamais vraiment prétendu que le mouvement de mai-juin 1936 serait en quelque sorte éclos de lui-même. Une certaine méprise est certainement favorisée par le sens non fermement défini donné au terme spontané par ses utilisateurs. Ils n'analysent pas les grèves de 1936 comme venues de nulle part mais comme souvent déclenchées sans véritable préparation, sans intervention syndicale initiale. Au fond, nous nous trouvons manifestement là en présence d'un faux débat d'histoire sociale, propice aux méprises et qui paraît avoir exagérément orienté ou cristallisé la réflexion des chercheurs. Dans la foulée des premières études de Lefranc et Prost, de nombreux exemples ont montré que les premières grèves ont souvent émergé dans des établissements où ni l'organisation syndicale, ni la détermination des luttes antérieures n'ont joué un rôle décisif. Mais une fois déclenchées, même spontanément, sans mot d'ordre, les grèves ont assez fréquemment été prises en charge par les syndicalistes qui les ont gérées, dirigées. En même temps, l'influence directe ou indirecte des syndicats dans le démarrage de nombreux conflits est évidente, comme l'ont démontré divers travaux réalisés depuis une trentaine d'années. Prenons brièvement quelques exemples significatifs. Ainsi, chez Renault, le mouvement a commencé dans des ateliers au sein desquels les militants communistes et ex-unitaires étaient les plus influents, et s'est propagé à partir de ces ateliers 53. Il en est allé largement de même dans le bassin houiller du Nord-Pas-de-Calais. Plus globalement, il apparaît que la vague de grève a pris son essor dans les grandes usines rationalisées qui constituaient dans les années 20 les points d'ancrage de la Confédération Générale du Travail Unitaire, CGTU. Après ce questionnement initial sur les origines immédiates de la vague de grève, l'accent est porté sur ses racines plus profondes, d'ailleurs davantage mises en exergue dans les travaux les plus récents. Une interprétation est à cet égard communément avancée, à double entrée. L'une de temps politique court, l'autre de temps social plus long. Dans ce dernier domaine sont invoquées en général principalement les transformations de l'appareil de production et la conjoncture économique. Résumons. Les racines de l'explosion sociale,
tiendrait pour une grande part au mécontentement du monde ouvrier, et plus largement d'un monde du travail qui a vu son horizon et sa condition bouleversés au cours des années séparant la Grande Guerre du Front populaire. La rationalisation, la taylorisation de l'industrie française représenterait ainsi certainement la cause la plus profonde du mouvement. Timidement introduite avant 1914, cette rationalisation se généralise en effet à la faveur de l'effort de production nécessité par la guerre et s'amplifie au cours des années 20, d'abord dans la mécanique et l'automobile. Cette évolution est à l'origine d'un bouleversement de la classe ouvrière. Les ouvriers qualifiés sont menacés et font place peu à peu à des manœuvres et à des ouvriers spécialisés. Cette déqualification massive s'accompagne d'une modification dans le régime des rémunérations, avec l'extension du salaire au rendement, qui fait peser la hantise des cadences et développe la haine du chronomètre. La crise économique accentue considérablement ce malaise. Certes, le pouvoir d'achat des salariés recule peu durant la récession, mais les industriels cherchent à abaisser leurs prix pour conserver leur part de marché menacée par les dévaluations britanniques et américaines. Or, l'absence de dévaluation du franc les contraint à agir sur les cadences pour diminuer les coûts salariaux. Ce ne serait donc évidemment pas un hasard si les métallos, qui ont subi de plein fouet la taylorisation et ses conséquences, se sont trouvés au cœur du mouvement, en ont en quelque sorte été l'âme. De surcroît, ce processus s'est accompagné d'un renforcement des contraintes disciplinaires de la part d'un patronat qui veut régner en maître et ne tolère guère la contestation, et s'est déroulé notamment à la faveur de ce renforcement. Cette présentation du décor socio-économique des années de l'après-guerre et de la crise économique peut ensuite aisément être articulée avec des causes politiques plus conjoncturelles sur lesquelles l'historiographie insiste très largement. Après des années difficiles, l'avantage pris par la gauche au premier tour des législatives, puis la victoire électorale effective du Front populaire, apparaîtrait au monde du travail comme le signal de la contre-offensive, le moment venu de chercher à améliorer des conditions de vie et de labeur qui se sont dégradées, sans même attendre la formation du gouvernement Blum. Simone Veil, comme pour bien d'autres aspects des lectures ultérieures du Front populaire, influence cette vision des événements. Dès qu'on a senti la pression s'affaiblir, immédiatement les souffrances, les humiliations, les rancœurs, les amertumes silencieusement amassées pendant des années ont constitué une force suffisante pour desserrer l'étreinte. On pliait sous le joug. Dès que le joug s'est desserré, on a relevé la tête, un point c'est tout. C'est un peu ce point de vue que les historiens ont ensuite rapidement formalisé, puis souvent maintenu dans leur synthèse. Ainsi Serge Ouoliko écrit par exemple que c'est dans le contexte d'un changement politique esquissé, attendu et espéré, mais non réalisé qu'il faut resituer l'essor des premières grèves puis l'explosion sociale à la fin du mois de mai 56. Plus en profondeur, s'appuyant sur les travaux de Daniel Tartakovsky, Antoine Prost ajoute que l'explosion sociale de 1936 est indissociable en effet d'un climat politique profondément original. Mais ajoute-t-il, plus que le résultat des élections, ce qui compte ici, ce sont les conditions dans lesquelles le Front populaire les a remportées, c'est le mouvement qui a porté au pouvoir la nouvelle majorité. C'est-à-dire le processus de mobilisation populaire né du choc du 6 février 1934, scandé par des manifestations et des meetings à répétition qui dessinent une culture de Front populaire valorisant et exprimant la force du groupe, du peuple rassemblé. Et de conclure, l'explosion sociale de 1936 est d'abord, dans l'espace du travail, l'expression de la même culture politique. Le point d'aboutissement actuel de l'historiographie des causes est au final bien résumé par le même auteur. L'explosion sociale du Front populaire naît ainsi à la rencontre de trois temporalités qui interfèrent, s'amplifient et entrent en résonance comme des ondes de fréquences différentes. Le temps long de la taylorisation qui est s'apostrophe, étend sur la majeure partie du XXe siècle et met en place de nouvelles formes et de nouvelles conditions de travail ouvrier. Le temps médian de la crise économique qui comprime les coûts de production en développant le salaire au rendement et en intensifiant les cadences. Enfin le temps court du politique et du culturel qui joue ici le rôle d'un déclencheur 59. Après s'être interrogé sur les raisons d'une vague de grève sans précédent, l'historiographie se penche, après ceux qui l'ont vécu, sur la nature du mouvement. Tout est possible, ou tout n'est-il pas possible ? Le Front populaire a-t-il un caractère révolutionnaire ?
Si la question a pu être posée pour l'ensemble de cette phase politique originale, elle s'est vite focalisée sur la vague de grève. Présente-t-elle un caractère révolutionnaire ? A-t-elle pour finalité d'aboutir à des changements profonds, à une nouvelle société, à une prise de pouvoir des ouvriers dans l'entreprise ? Ou marque-t-elle plus simplement une volonté d'obtenir des réformes modifiant des conditions de vie et de travail difficiles ? La nature même des conflits, accompagnée dans plus de 70% des cas de l'occupation du lieu de travail, a permis de nourrir le débat. Et là également, le questionnement de l'historiographie qui a cherché à répondre à ces questions s'est trouvé orienté par les pesanteurs des interrogations des contemporains. Parmi ces derniers, l'idée d'une situation révolutionnaire est présente aux deux extrêmes en quelque sorte de l'échiquier politique et social. Le patronat la craint face au spectacle de ce qu'il perçoit comme une intolérable remise en cause de son droit absolu de propriété sur l'appareil de production. La gauche du PS l'espère, comme l'exprime le célèbre « Tout est possible » de Marceau Pivert dans Le Populaire du 27 mai 1936. Par la suite, toute une partie de l'historiographie, certes à forte teinte militante, a voulu voir dans les occupations une signification révolutionnaire, depuis Jacques Danos et Marcel Gibelin 60 jusqu'à Jacques Kergoat, en passant par Daniel Guérin 62. La méthode utilisée à l'appui de la démonstration est presque toujours la même. Sont convoqués les exemples au cours desquels les occupations se sont accompagnées d'une remise en route de l'usine, ou les quelques déclarations dans lesquelles est contesté le pouvoir patronal et son droit de propriété sur l'entreprise. Le peu d'exemples cités, presque toujours identiques, suffirait pourtant à attester la marginalité de la remise en cause exprimée de manière radicale, et plus encore rarement mise en pratique. Après la parution de l'ouvrage de Kergoat, une telle position n'a d'ailleurs plus guère été défendue, même si elle a pu être encore récemment reformulée 63. Le point de vue dominant est au contraire plus fonctionnel. L'occupation a une visée d'abord pragmatique, elle représente une manière d'éviter le lock-out patronal ou la poursuite du travail par des non-grévistes, de faire pression sur l'employeur, même si elle devint également un moyen pour les grévistes d'affirmer leur dignité et de populariser leurs revendications 64. Le matériel, les machines sont entretenues pour éviter d'encourir le moindre reproche des patrons dont on n'envisage nullement qu'ils ne pourront revenir dans ce qui reste indéniablement leur entreprise. À ce qui est désormais la vulgate du sens de l'occupation du lieu de travail, Antoine Prost a adjoint une dimension complémentaire. Ce qui est en jeu dans les occupations d'usine, c'est la nature même du lien entre patron et ouvrier, celle du contrat de travail. Que l'usine soit ou non la propriété du patron importe peu ici. Ce qui compte, c'est que le patron n'y soit pas chez lui au même sens qu'il est chez lui dans sa maison, avec sa famille. Le paternalisme se trouve contesté dans ses fondements même 65. Ces occupations sont en outre accompagnées de moments festifs qui participent largement du mythe des grèves du Front populaire. Les grèves de 1936, fêtes libératrices, exutoires des tensions ou tactiques grévistes ? Dans ce domaine encore une fois, l'attention a été attirée d'emblée par les contemporains, les reportages photographiques ou encore bien sûr, le témoignage de Simone Veil. Par la suite, l'historiographie a donné une place à géométrie variable à cette dimension prégnante d'une part importante des conflits sociaux. Alors que le Front populaire n'est encore qu'un embryon d'objet historique, cette geste festive est déjà mise en exergue 66. Un peu plus tard, Antoine Prost y insiste à son tour dans sa communication de 1965, en écrivant à propos des grèves, ce qui leur donne leur caractère particulier, c'est d'être une cérémonie triomphale plus qu'une lutte, non un combat, l'issue n'est pas douteuse, mais une fête. Elles sont, dit l'auteur, une rupture avec l'univers quotidien, le temps est aboli 67. Georges Lefranc adopte un point de vue sensiblement différent. Dans sa communication d'avril 1966 à la Société d'histoire moderne, il ne nie pas que l'atmosphère de joie existe, mais elle est traversée de craintes, inhérentes à la mobilisation sociale, sur lesquelles il préfère insister 68. De surcroît, dans son livre sur juin 1936, il ne développe guère la dimension festive. Les productions plus récentes reconnaissent l'importance de la fête dans ces grèves, et cherche à lui donner une lecture mêlant l'acception libératrice, le contenu tactique et l'aspect d'exutoire. L'occupation des entreprises manifestait la volonté commune des salariés, écrit par exemple Serge Wolico,
qui souligne en outre la dimension libératrice des activités festives et toute leur importance symbolique. 69. Une production centrée sur l'analyse de l'exemple ardennais insiste plus particulièrement sur la nécessité de tromper l'ennui, en citant notamment un article du Petit Ardennais du 15 juin 1936. Comme les autres jours et plus encore que les autres jours car c'était dimanche, les grévistes prisonniers volontaires se sont ingéniés à tuer le mieux possible les longues heures passées sur le tas. Tout a été mis en œuvre pour chasser l'ennui. 70. Récemment, Antoine Prost a lui-même quelque peu infléchi son analyse des années 60 en la prolongeant, notamment, en liant davantage le registre de la lutte et celui de la fête. Affirmation d'une liberté conquise sur le temps et l'espace du travail, la fête exprime symboliquement ce dont la lutte affirme le sérieux. Ne peut-on mieux dire qu'il est difficile de réserver à la dimension festive une autonomie déconnectée du contenu des revendications, des enjeux de la lutte et plus généralement de la stratégie gréviste ? Faux débat et vraie question. Quelques jalons pour une relecture des grèves de mai-juin 1936. Le fait même que le questionnement des contemporains ait pu si nettement orienter celui de l'historiographie, nous paraît avoir conduit cette dernière à se trouver confrontée à deux écueils. Surinterpréter quelques-unes des dimensions des conflits de mai-juin 1936, rester trop souvent la plume rivée sur le temps court. Tel est d'abord le cas de la controverse au sujet du déclenchement des conflits, et en l'occurrence du niveau d'intensité de l'intervention militante. Que les grèves soient parties de la base doit-il conduire à qualifier les mouvements de 1936 de particulièrement spontanés ? Le confirmer par la corrélation inversée entre taux de syndicalisation faible et grèves de grande ampleur, représente-t-il un argument réellement utile et pertinent ? L'explosion sociale du Front populaire ne résulte pas d'un mot d'ordre des états-majors, dit-on presque unanimement. Mais dans l'histoire sociale de la France, quels sont les mouvements d'une telle ampleur dont on peut dire qu'ils émanent, au sens strict du terme, d'une volonté syndicale ou politique ? C'est au contraire un classique de la configuration des grèves françaises, de constater qu'elles partent d'une initiative locale qui échappe régulièrement à la structure syndicale. Et classiquement là aussi, une fois déclenchées, même spontanément, sans mot d'ordre, les grèves sont souvent prises en charge par les syndicalistes auxquels il est volontiers fait appel, qui les dirigent, en gère le quotidien 72. Une preuve éminente de la spontanéité des grèves de 1936 serait offerte par la comparaison entre les taux de syndicalisation et l'ampleur des conflits dans les différents secteurs. Les industries les plus grévistes, métallurgie, textile, industries alimentaires, présentent des taux de syndicalisation de 3 à 5%. À l'inverse, les chemins de fer, la poste, les services publics et l'enseignement ne font pas grève alors que leur taux de syndicalisation élève entre 22 et 44%. 73. Il est permis de douter du caractère incontournable de la preuve, ainsi administrée. D'ailleurs, dans le Paris des années 1919 à 1935, les métallos affichent l'un des taux de syndicalisation les plus faibles de la capitale tout en présentant la propension à la grève la plus élevée. Difficile de s'étonner en outre de la faible mobilisation des cheminots, habituelle après l'échec traumatisant de leur mouvement de 1920. Le taux de syndicalisation n'y change rien. Les postiers, les enseignants, les services publics ne font pas grève, mais quoi d'étonnant à cela ? Il ne s'agit pas encore de secteurs fortement actifs dans le domaine de l'action gréviste. Celle-ci reste encore largement ouvrière, touche le secteur privé et fort peu le public, les fonctionnaires, dont le droit de grève n'est d'ailleurs vraiment acquis qu'après la guerre et son inscription dans le préambule de la Constitution de 1946. Chercher à créer un lien entre la puissance syndicale et la fréquence du recours à la grève est quelque peu illusoire en France. Il faut peut-être accorder davantage d'attention à une tendance de fond qui veut qu'à l'époque domine dans la pratique gréviste le modèle spontané syndical 75, dans lequel les ouvriers ont l'initiative du déclenchement de la grève, mais agissent par la suite sous la direction des organisations syndicales, dont la présence est aisément acceptée. 1936 voit se déployer ce modèle sur une vaste échelle, avec plus d'amplitude qu'à l'accoutumée mais sans rompre avec un usage désormais bien ancré dans la geste conflictuelle. De même, envisager la question de l'occupation sur la longue durée aurait permis de se débarrasser sans doute plus aisément du questionnement sur la situation révolutionnaire ou non, auquel cette pratique est rattachée.
L'historiographie du Front populaire insiste certes sur le caractère pas totalement inédit en France de la pratique, en reprenant toujours les mêmes exemples, qui remontent rarement avant la fin des années 20. Or, là également, l'observation sur la longue durée montre l'existence très précoce de l'idée selon laquelle rester sur le lieu de production peut constituer un élément majeur du rapport de force entre patrons et ouvriers. Et cela bien avant 1936 ou même 1929, et sans jamais aucune tentative effective de remise en cause de la propriété patronale. Dès le milieu du XIXe siècle, des ouvriers expriment à quelques rares occasions leur mécontentement en se croisant les bras sur le lieu de production. En 1855 par exemple, se produit un événement qui intrigue le patron d'ouvriers tailleurs. Il l'évoque devant le tribunal chargé de juger les responsables de cette coalition alors illicite puisque la grève n'est dépénalisée que 9 ans plus tard. J'ai refusé les réclamations en leur disant que s'ils n'étaient pas contents de mon atelier ils pouvaient le quitter. Ils y sont restés cependant mais sans travailler. Quand d'autres ouvriers que j'avais dû embaucher sont venus pour les remplacer, ils n'ont pas voulu quitter l'atelier. C'est alors que n'étant plus maître chez moi, j'ai eu recours à monsieur le commissaire de police. On se croirait presque en 1936. Il est de surcroît possible de relever quelques autres cas épars d'occupation. Ainsi, entre 1871 et 1890, on en compte 6 parmi les centaines de conflits qui émaillent une pratique gréviste en pleine expansion. Autre exemple, dans le Var, en mai 1914, les carriers de Faron se croisent les bras dans la nuit et occupent leur lieu de travail. Puis, au cours de l'entre-deux-guerres, les arrêts de la production de quelques minutes ou de quelques heures, à l'intérieur de l'espace de production, tendent à se diffuser. Des velléités d'occupation se font jour, comme en mars 1921, quand les ouvriers d'un chantier de Gennevilliers qui refusent leur licenciement l'occupent la moitié de la journée. Sans oublier qu'en Europe, la grève avec occupation gagne notoirement du terrain depuis le crépuscule de la Grande Guerre jusqu'au milieu des années 30. Au cours de la première moitié de cette décennie 1930, les occupations commencent même à se banaliser. Pourquoi ? Principalement parce que ceux qui en ont usé ont démontré leur efficacité. Sur la longue durée, l'occupation du lieu de travail apparaît en effet avant tout comme une manière pour les grévistes de mettre de leur côté le maximum de chances de réussite. C'est d'ailleurs cette apparente efficacité qui accélère la diffusion en Europe de cette pratique, au cours d'une période où la crise économique complique les chances de succès des mouvements sociaux. Elle contribue en outre à forger une communauté solidaire qui se renforce au contact de la lutte en commun, là où le travail effectué souvent côte à côte mais dans la relative ignorance de l'autre ne parvient pas forcément à faire émerger une véritable proximité. Mais juin 1936 généralise donc cette pratique. Le Front populaire est un formidable moment d'accélération de ce mode d'action qui essaime, sans signifier pour autant en lui-même une quelconque volonté de remise en cause de la propriété patronale. Par ailleurs, mais en lien avec la question des occupations, la problématique de 1936 comme mouvement festif ne doit pas tendre à opposer fête et tension dues à la lutte. Nous sommes une fois de plus en présence d'un faux débat. Les historiens ont souligné que les échanges, les passerelles entre la fête et la révolte sont nombreux, que l'une et l'autre s'inscrivent ou non dans un cadre défini et ritualisé 82. La grève n'échappe pas à cette réalité. La fête, ce moment saturé de surexistence, de surabondance, dans lequel un groupe effervescent magnifie les moments heureux de sa pratique et se magnifie en lui 83, s'immisce régulièrement dans les interstices de la tension créée par les exigences du rapport de force sociale. S'il est possible qu'elle soit simplement cet instant où s'échappent des crispations accumulées, elle participe aussi de plus en plus souvent de la tactique gréviste. Cette tendance historique de fond est de fait à l'œuvre également en 1936 dans toutes ses acceptions. Libératrice, combative, unificatrice, tactique, tuer l'ennui, maintenir la mobilisation et la cohésion. La fête est intimement liée à la mobilisation sociale et à son contenu. Elle met en scène symboliquement ce que rejettent les grévistes. Dans l'usine à gaz de Poitiers par exemple, des pratiques carnavalesques organisent l'enterrement des décrets-lois de l'ancien président du Conseil Pierre Laval. Un cortège suit une charrette en guise de corbillard sur lequel repose une maquette de cercueil puis un faux prêtre officie, entouré de figures de dignitaires en haute forme. On retrouve la forme classique, à la crémation près,
de la mise à mort du roi Carnaval, cérémonie d'exorcisme et de vengeance symbolique qui est dirigée ici contre les institutions et le pouvoir 84. Ailleurs, ce sont les funérailles d'un chef détesté ou d'un chronométreur honni que miment les grévistes. La cohésion nécessaire à l'action se construit aussi par l'expression ludique des antagonismes, qui contribuent à forger l'identité du groupe en mouvement. Donner à voir l'adversaire participe d'un mode d'affermissement de l'unité des ouvriers en lutte. Au fond, le mouvement social du Front populaire est à la fois la quintessence d'une période qui s'inscrit dans le deuxième âge de la grève, et un moment charnière à la lisière du passage au troisième âge des conflits du travail au cours de ce deuxième âge qui est s'apostrophe. Étant de la fin des années 1860 à la Seconde Guerre mondiale, la confrontation sociale connaît une montée en puissance presque continue, se diffuse à des univers qui lui étaient jusque-là quasiment étrangers, ouvriers agricoles, employés. Les manières d'agir se compliquent, s'adaptent, se renouvellent. La revendication se fait plus fine, se diversifie, même si le salaire demeure prioritaire, dans un souci de régulation cependant plus affirmé, avec la volonté de revendiquer au-delà de l'horizon du quotidien, durée hebdomadaire du travail, congés payés. La tactique gréviste s'enrichit de formes qui cherchent à épouser les méandres de la conjoncture, pour rendre la mise en mouvement plus efficace, tandis que le syndicalisme s'empare pleinement du phénomène conflictuel. Les grèves du Front populaire nous paraissent s'inscrire dans cette logique globale, et il ne serait certainement pas inintéressant de les réinvestir à partir de la prise en considération d'une série d'évolutions de longue durée. Ne faudrait-il pas en outre accorder une plus grande attention au caractère générationnel de 1936 ? C'est alors en effet que le prolétariat industriel entre dans l'histoire de France 88. Le monde du travail, l'histoire sociale, n'auraient-ils pas leur moment fondateur, leur fièvre qui contribue à faire entrer dans la douleur et la jouissance de la confrontation 89, des générations de travailleurs dans les champs politiques et sociaux ? 1906, 1936, 1968, 1995. Sans déterminisme aucun, une histoire plus sociale des conflits du travail, du monde ouvrier, du salariat paraît plus que jamais nécessaire. Enfin, l'étude du moment social Front populaire ne peut être en elle-même considérée comme achevée. Nous disposons encore de trop peu d'études fines sur les grèves rurales, qui méritent pourtant une attention tout aussi aiguë que celle portée au prolétariat industriel qui possède de moins en moins le monopole de la grève 90. Certaines approches localisées ou régionalisées peuvent également encore ajouter à nos connaissances, tel le cas récemment analysé de la Moselle. Cet espace géographique longtemps réputé être resté à l'écart de l'effervescence se situe en réalité à partir de la mi-juin 1936 dans le peloton de tête des départements frondeurs, avec 10% des grévistes de France, la proportion de conflits avec occupation s'élevant à 78% 91. Relire les conflits du Front populaire dans un temps plus long, en cherchant ainsi des problématiques inédites ou renouvelées, paraît indispensable pour dépasser les interprétations historiographiques classiques parfois focalisées sur des questions qui, bien qu'ayant longuement mobilisé les analyses, ne semblent pas toujours permettre d'aborder les enjeux cruciaux soulevés par la vague de grève. Au cours de l'année 2006, les beaux livres d'images et autres rééditions de synthèse qui ont accompagné le 70e anniversaire de l'événement n'ont guère fait avancer la connaissance, faute d'approche nouvelle et originale 92. À cette aune, le prochain anniversaire de 36 risque de davantage rappeler tout l'intérêt des travaux anciens plutôt que de célébrer la pertinence d'approches récentes somme toute assez pauvres, peut-être en partie à l'image d'une histoire sociale qui peine à se réinventer. Les droites contre le Front populaire. Essai de bilan des recherches depuis 10 ans. Gilles Richard. Professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Rennes, Centre de recherche sur l'action politique en Europe, UMR-CNRS 6051. Longtemps négligés par les historiens, les adversaires politiques du Front populaire ont fait l'objet depuis 10 ans de recherches assez nombreuses et souvent importantes. Si elles permettent probablement de réviser quelques-unes des interprétations jusque-là couramment admises sur cette période décisive de l'histoire de la France, il semble toutefois qu'on n'ait pas encore pris l'exacte mesure de leur apport. 3 preuves parmi d'autres, choisies dans des registres volontairement fort divers.
L'ouvrage de Robert Soucy sur le fascisme français de 1933 à 1939 vient enfin d'être traduit en français, mais sans que la bibliographie ait été mise à jour, comme si rien n'était paru depuis une décennie. Michel Winocq a rédigé une chronique mensuelle sur l'année 1936 dans l'Histoire, une des deux principales revues de vulgarisation historique en France. Rien n'y est vraiment dit sur les droites, mis à part leurs journaux 93. Plusieurs ouvrages de synthèse ont été publiés en 2006, à l'occasion du 70e anniversaire du Front populaire. Aussi étonnant que cela puisse paraître, dans plusieurs d'entre eux, des fautes récurrentes sont encore commises dans la façon d'orthographier les noms de quelques protagonistes importants des droites. Henri de Kérillis, Georges Loustonneau-Lacaux ou Claude-Joseph Gignoux. Je me propose donc de dresser un premier bilan des travaux menés depuis le milieu des années 90, dans l'espoir de faire connaître leurs principaux apports ainsi que les hypothèses et les questionnements nouveaux qu'ils autorisent. La bibliographie sur laquelle se fonde cet article ne prétend pas le moins du monde à l'exhaustivité. Elle donne cependant une vue assez fiable des sujets abordés depuis une dizaine d'années. On peut distinguer trois catégories de travaux. Les ouvrages dans lesquels sont exposées des interprétations plus ou moins globalisantes de la période, le Front populaire ne constituant qu'un aspect des choses remises en perspective. Mathias Bernard, Les relations entre libéraux et nationaux, de l'affaire Dreyfus à nos jours, d'habilitation à diriger les recherches, HDR, Paris 4, 2003. Michel Daubry dire, Le mythe de l'allergie française au fascisme, Albin Michel 2003, 460 p. Annie Lacroix-Rise, Le choix de la défaite. Les élites françaises dans les années 1930, Armand Collin 2006, 672 p. Frédéric Monnier, Le complot dans la République, stratégie du secret de Boulanger à la cagoule, La découverte 1998, 338 p. René Raymond, Les droites aujourd'hui, Louis Audibert 2005, 271 p. Nicolas Rousselier, Du gouvernement de guerre au gouvernement de la défaite. Les transformations du pouvoir exécutif en France, 1913 à 1940, HDR Sciences Po Paris 2006. Robert Soucy, Fascisme français 1933-1939. Mouvements antidémocratiques, autrement 2004, 481 p. Préface d'Antoine Prost, French Fascism. The Second Wave, 1933 à 1939 Yale University Press, 1995. Michel Winocq, Retour sur le fascisme français. La Roque et les Croix de Feu, XXe siècle. Revue d'Histoire, numéro 90, avril-juin 2006, pages 3 à 27. Des biographies d'acteurs politiques, Geoffroy de Montalembert, Henri de Kérillis, Georges Mandel, Xavier Vallat, François Delarocque, Georges Bonnet, Paul Reynaud. David Bellamy, Geoffroy de Montalembert 1898 à 1993, Un aristocrate en République, Presse universitaire de Rennes 2006 340 p. Jean-Yves Boulic et Anne Lavore, Henri de Kérillis, L'absolu patriote, Presse universitaire de Rennes 1997 278 p. Bertrand Favreau, Georges Mandel, ou La passion de la République, Fayard 1996 568 p. Laurent Joly, Xavier Vallat 1891 à 1972, Du nationalisme chrétien à l'antisémitisme d'État, Grasset, 2001 446 p. Jacques Nobécourt, Le colonel de la Roque, 1885 à 1946, ou Les pièges du nationalisme chrétien, Fayard, 1996 1194 p. Jacques Puy-Aubert, Georges Bonnet, 1889 à 1973. Études biographiques, Presse universitaire de Rennes 2007 371 p. Thibaut Tellier, Paul Reynaud, 1878 à 1966. Un indépendant en politique, Fayard, 2005 887 p. Auquel on peut ajouter la remarquable étude prosopographique d'Olivier Viviorca, qui retrace de la défaite jusqu'à la libération, les parcours des parlementaires amenés à confier les pleins pouvoirs à Philippe Pétain en juillet 1940. Olivier Viviorca, Les orphelins de la République. Destinée des députés et sénateurs français, 1940 à 1945, Le Seuil, 2001 HDR, 1999. Des thèses le plus souvent sur quelques grandes organisations politiques jusque-là fort mal connues,
Croix de Feu, Agrariens, Jeunesse Patriote, Action Française, Alliance Républicaine Démocratique, Parti Social Français et Fédération Républicaine. Albert Kéchichian, Les Croix de Feu à l'âge du fascisme. Travail, Famille, Patrie, Champvallon 2006 410 p. Robert Paxton, Le temps des chemises vertes. Révolte paysanne et fascisme rural, 1929 à 1939, Le Seuil 1996 312 p. Jean Philippet, Le temps des ligues. Pierre Tétinger et les jeunesses patriotes, 1919 à 1944, thèse Sciences Po Paris 2000. Jacques Prévotat, Les catholiques et l'action française, Histoire d'une condamnation, 1899 à 1939, Fayard, 2001 742 p. Rosemonde Samson, L'Alliance républicaine démocratique, une formation de centre, 1901 à 1920, Presse universitaire de Rennes, 2003. Jean-Paul Thomas, Droite et rassemblement du PSF au RPF, 1936 à 1953, Homme, réseau, culture. Rupture et continuité d'une histoire politique, thèse Sciences Po Paris, 2002. Jean Vavasseur Desperriers, Culture, structure, stratégie d'une organisation de la droite parlementaire entre les deux guerres, la Fédération républicaine de 1919 à 1940, Atelier national de reproduction des thèses, thèse d'État, Lille 3, 1999. Auquel s'ajoute le livre d'Olivier Dard sur ce qu'il est convenu d'appeler les non-conformistes, ou les tenants d'une troisième voie. Olivier Dard, Le rendez-vous manqué des relèves des années 30, Presse universitaire de France, 2002 332 p. La thèse de Corinne Bonafou-Vérax sur la Fédération nationale catholique. Corinne Bonafou-Vérax, À la droite de Dieu, la Fédération nationale catholique, 1924 à 1944, Fayard, 2004 658 p. 3 études régionales, Bretagne, région lyonnaise. David Bensoussan, Combat pour une Bretagne catholique et rurale. Les droites bretonnes dans l'entre-deux-guerres, Fayard, 2006 658 p. Mathias Bernard, La dérive des modérés. La Fédération républicaine du Rhône sous la Troisième République, L'Harmattan, 1998 432 p. Kevin Passmore, From Liberalism to Fascism, The Right in a French Province, 1928 à 1939, Cambridge, New York, Cambridge University Press, 1997 333 p. Et les thèses de Damon Mayafre et de Sébastien Pietrasanta. Damon Mayafre, Le discours politique dans les années 30. Analyse du vocabulaire de Maurice Thorez, Léon Blum, Pierre-Étienne Flandin et André Tardieu, 1928 à 1939, thèse Nice, 1998. Sébastien Pietrasanta, Bergerie, D.A. Doriot et l'encadrement de la jeunesse, thèse Paris 10, 2005. Une analyse synthétique de toutes ces recherches dans le cadre d'une communication, est bien sûr une gageure. Pour tenter malgré tout, de la mener à bien, j'insisterai sur l'idée de recomposition politique qui permet d'adopter un point de vue général stimulant pour appréhender la période. Imposée aux droites par l'évolution des gauches, sur fond d'accélération de l'industrialisation et de l'urbanisation de la France depuis la fin du XIXe siècle, et dans le cadre de la Grande Dépression des années 30, cette recomposition était déjà entamée avant le printemps 1936. Cependant, la victoire des gauches la précipita brutalement en même temps qu'elle en dramatisa l'enjeu. Pluralité des stratégies de revanche à droite entre 1936 et 1938. On sait que le choc subi par les droites les 26 avril et 3 mai 1936 ne vint pas tant de leur défaite électorale, attendue et finalement pas plus marquée qu'en 1932 en nombre d'élus, que de son contexte. Deux phénomènes s'additionnèrent de manière tout à fait imprévue. D'abord, le nouveau rapport des forces à gauche. Un président du Conseil socialiste pour la première fois en la personne de Léon Blum, un net essor du PCF, doublement des voix en 4 ans, un recul des radicaux qui perdaient leur place de premier parti de France, ensuite, impressionnant mouvement social qui suivit les élections en mai-juin 1936, avec grève générale et occupation massive des lieux de travail pour la première fois dans l'histoire du pays. Les droites jugèrent leur défaite proprement dramatique du fait de la convergence inédite d'une victoire électorale des tenants de la République sociale chère à Jean Jaurès d'une part, d'un mouvement de masse des classes populaires contestant le pouvoir du patronat d'autre part. Face à ce qu'il n'est pas exagéré d'appeler un traumatisme politique, le temps sembla venu pour les droites de s'unir.
Pendant la campagne électorale déjà, un comité d'arbitrage des candidatures avait été mis en place sous l'égide du Centre de propagande des Républicains nationaux, CPRN, lancé en 1926 et présidé par Henri de Kérillis. Dès le mois de mai, on vit Louis Marin, président de la Fédération républicaine, FR 95, proposer une délégation permanente des groupes de la minorité pour coordonner l'action des droites à la Chambre des députés. Tous les élus de la FR siégèrent pour la première fois ensemble au Palais Bourbon, tandis que Pierre Tétinger renonçait de son côté à créer un groupe du Parti national populaire. Dans le même registre, rappelons l'esprit de très large union qui sembla inspirer l'appel à un front de la liberté lancé en mai 1937-97, et le climat de relative unité qui régna dans la préparation des élections cantonales de septembre 1937. La nouveauté la plus grande résidait certainement dans l'incroyable floraison des comités locaux de Rassemblement national, plusieurs milliers, dont l'étude générale reste à faire. Pourtant, il apparut vite que le passage à l'étape suivante dans l'unification des droites serait difficile. En effet, des divergences de fond existaient entre elles, qui renvoyaient à des conceptions fort différentes de l'organisation partisane et plus largement de la vie politique. Fallait-il créer une structure fédérale qui coordonnerait les différentes forces, sur le modèle de l'éphémère Ligue républicaine nationale d'Alexandre Mitterrand en 1924 ? Fallait-il plutôt prévoir une simple coopération technique élargie, impression de tracts et d'affiches en commun, cours d'orateurs, documentation, campagne commune dans les journaux et à la radio, etc., sous la houlette du CPRN de Kérillis ? Ou bien fallait-il aller jusqu'au bout du processus en fondant un grand parti libéral conservateur, comme Paul Reynaud l'avait déjà souhaité, vainement, en 1929 à 1930 ? D'accord pour prendre leur revanche sur le Front populaire, les droites se divisaient sur la manière de l'organiser. Des fractions variées et apparemment croissantes étaient prêtes à jouer la carte de la radicalisation. On avait déjà assisté en mai 1934 à la formation d'un Front national, associant sous la direction de Charles Trochu les Jeunesses patriotes, JP 98, la Solidarité française et indirectement, l'Action française, AF. Première réaction face au Rassemblement populaire qui prenait forme à gauche depuis la manifestation des Ligues le 6 février précédent. En 1936, les choses s'accélérèrent. Il y eut en juin le lancement du Parti populaire français, PPF, par Jacques Doriot, exclu 2 ans plus tôt du PCF, l'extension du dorgérisme dans les campagnes, la dérive de pans entiers des partis modérés, les jeunesses de la FR emmenées par Philippe Henriot, ancien orateur de la Fédération nationale catholique, député de la FR, il finit secrétaire d'État à l'information en janvier 1944, l'antisémitisme premier des apostrophes. Un Xavier Vallat, commissaire général aux questions juives de 1940 à 1942, l'adhésion au Front de la Liberté de Jean-Louis Tixier-Vignancourt, député de l'Alliance républicaine démocratique, commissaire à la presse et à la radio en juillet 1940. La cagoule représenta la forme la plus avancée prise par cette radicalisation des droites. Le ministre socialiste de l'Intérieur, Marx Dormois, déjoua à l'automne 1937 une tentative de putsch que cette organisation clandestine fomentait, en lien avec certains officiers. À l'inverse, la grande majorité de l'Alliance républicaine démocratique, ARD 102, suivait son président, Pierre-Étienne Flandin, pour mettre en œuvre une stratégie éminemment centriste, hostile à l'affrontement des blocs. Flandin visait certes la dislocation de la coalition des gauches au Parlement. Mais, loin de vouloir y parvenir à l'issue d'un combat frontal, il cherchait au contraire à renouer avec la traditionnelle concentration républicaine, selon le vocabulaire parlementaire en usage depuis le début du siècle, associant les modérés et les radicaux. L'Alliance boycotta le comité d'arbitrage électoral d'Henri de Kérillis, bouda la délégation permanente, combattit le Front de la Liberté. On pourrait se contenter d'expliquer ces divisions par les rivalités propres aux partis de notables, par l'incapacité des modérés, que d'aucuns prétendent congénitale, à se plier à toute forme de discipline partisane. Les recherches récentes permettent cependant d'aller plus loin dans la compréhension des phénomènes succinctement décrits. La source principale des divisions à droite paraît bien avoir résidé dans le surgissement du Parti social français, PSF. Ce nouveau venu dans le système partisan, aussi dynamique qu'encombrant,
était né en juillet 1936 du choix raisonné de François de La Rocque de transformer sa Ligue d'anciens combattants, les Croix de Feu, en parti politique. Un choix qui allait se révéler décisif pour l'avenir des droites françaises. L'irruption du PSF et ses effets sur le système partisan. On commence à bien mesurer désormais l'importance considérable de ce parti, du fait de son poids militant tout d'abord, 1,2 million d'adhérents en 1938, mais plus encore du fait de sa nature profondément nouvelle. Sans entrer ici dans les détails, je me contenterai de souligner 3 points. Le PSF fut d'abord une synthèse d'un type nouveau entre le national et le social. On était, en France comme dans bien d'autres pays d'Europe, à la recherche de cette synthèse entre le nationalisme qui servait de ciment aux droites, et la nécessité de prendre en considération la question sociale dont l'émergence ne cessait de s'affirmer depuis la fin du XIXe siècle. Ainsi, lorsque Pierre Tétinger réorganisa la mouvance des JP après juin 1936, il créa, ou relança, un parti nommé Parti républicain national et social. L'originalité du PSF tenait dans le choix de mettre désormais l'accent sur le social plutôt que sur le national. Social d'abord, selon la formule qu'aimait répéter le président du parti. Cette prise en compte du caractère central de la question sociale, la grève générale du printemps 1936 en administra une preuve définitive, donna au PSF une avance considérable sur ses concurrents. Elle lui permit aussi de se distinguer clairement de l'AF, politique d'abord, selon la formule célèbre de Charles Maurras, et des libéraux, économique d'abord, pour mieux afficher son ambition de combattre les forces marxistes sur leur propre terrain. Cette priorité du social se retrouvait dans les statuts du parti qui juxtaposaient à tous les échelons 2 délégués, l'un à l'action civique, l'autre à l'action sociale. D'où, deuxième caractéristique, un militantisme qui tranchait avec celui des modérés autant qu'avec celui des extrémistes. Ce militantisme reprenait en les développant les pratiques des Croix de Feu, bien sûr, mais aussi des associations d'anciens combattants en général, et avant la Grande Guerre, de l'Action libérale populaire. Un bon tiers des adhérents étaient des femmes et des jeunes de moins de 21 ans. Beaucoup étaient issus des classes populaires, avec notamment dans certaines régions, des cheminots ou des mineurs, ce qui préfigurait la réconciliation de la nation tant espérée par François de La Rocque, sorte de nouvelle union sacrée pourtant de paix. Son activisme social est multiforme, avec les syndicats professionnels français mais aussi travail et loisirs, les soupes populaires, les kermesses, les dispensaires gratuits, les centres sociaux. À travers ces pratiques, le PSF démontrait qu'il puisait son inspiration principale, sinon exclusive, dans la doctrine sociale de l'Église, relue à la lumière des expériences de solidarité vécues dans les tranchées. C'est pourquoi, troisième caractéristique, le PSF devint vite un puissant aimant dont la force d'attraction s'exerça loin à la ronde dans le champ partisan, sur les agrariens, sur le petit parti démocrate populaire, sur les radicaux, sur quelques rares socialistes parfois, sur le comité de propagande des Républicains nationaux, CPRN dont Jean Legendre était un des responsables du cours d'orateur, et surtout sur les 2 grands partis de droite, la FR, dont l'électorat catholique conservateur fournissait le principal vivier des apostrophes adhérents au PSF, l'ARD, qui voyait sa stratégie très directement concurrencée par le projet de François de La Rocque, consistant à vider le parti radical de sa substance électorale par la captation des classes moyennes propriétaires en crise, petite paysannerie, artisans et commerçants. Le PSF fut-il un parti fasciste ? Disons d'abord que poser cette question est parfaitement légitime, et ce, pour 2 raisons au moins. À gauche, on parlait abondamment depuis 1934 de péril fasciste, et les Croix de Feu puis le PSF l'incarnaient au premier chef aux yeux des militants des comités de rassemblement populaire. C'était donc que ces 2 organisations présentaient des traits suffisamment ressemblants avec le fascisme pour que la confusion fût au moins possible, au point de susciter la dramatique contre-manifestation du 16 mars 1937 à Clichy. Dans un autre ordre d'idées, j'ajouterai que ce type de questionnement est intellectuellement stimulant car il oblige à des réflexions sur la société dans son ensemble, ainsi qu'à des comparaisons avec d'autres pays. Cela dit, je partage complètement les analyses récemment synthétisées par Michel Winocq dans XXe siècle. Le PSF ne fut pas un parti fasciste mais bien plutôt une tentative, très élaborée,
de rassembler à terme toutes les droites dans une même organisation dont l'axe sociopolitique aurait été la vaste mouvance catholique, partiellement ralliée à la République depuis la Grande Guerre, nationaliste, hostile à la laïcité républicaine et plus encore au parti marxiste. Sur ces bases, il me semble possible d'élargir la réflexion. Envisager le PSF comme la copie plus ou moins conforme d'un modèle extérieur. Un modèle ambigu au demeurant. S'agissait-il du Parti national fasciste ou du Parti nazi ? Me semble beaucoup moins efficace pour expliquer les faits que de le penser d'abord comme le ferme le plus actif d'une recomposition globale des droites, et plus largement du système partisan français. Autrement dit, cela permet de comprendre les puissantes contradictions à l'œuvre au sein des droites jusqu'à la débâcle de juin 1940. La manifestation la plus marquante de ces contradictions, on la trouve sans nul doute dans le lancement du Front de la Liberté par Jacques Doriot en mai 1937. Celui-ci espérait faire du PPF le pôle de regroupement des opposants au Front populaire, pour le transformer en parti de masse de type fasciste. Mais la FR fut au bout du compte la principale bénéficiaire de l'opération en sachant utiliser l'offre doriotiste pour mieux résister au PSF, Louis Marin ayant toujours refusé d'apparaître dans les meetings aux côtés de Jacques Doriot, malgré les demandes insistantes de celui-ci. Citons aussi, parmi les épisodes les plus saillants qui prouvèrent la difficulté de s'unir, le scandale des fonds secrets qu'auraient reçus les Croix de Feu, qui donna lieu à un procès où l'on vit André Tardieu, ancien président du Conseil qui avait succédé à Raymond Poincaré, s'arracher à la rédaction de sa grande œuvre, La Révolution à refaire, pour charger François de La Rocque. Les droites en furent profondément divisées. Les manœuvres de Pierre Tétinger pour un appel à Philippe Pétain, le vainqueur de Verdun, afin d'embarrasser le PSF en délégitimant son président. La très rude concurrence dans les élections législatives partielles de 1938 à 1939. Enfin, la décision de reporter la date des élections générales à juin 1942. De tout cela, que peut-on retirer pour progresser dans l'interprétation de la période du Front populaire ? Hypothèses et pistes de recherche. Je ferai une première série de remarques sur les mémoires du Front populaire. Les mémoires de gauche dominent largement, entretenues par les socialistes et les communistes pour l'essentiel. Elles déclinent aujourd'hui par l'effet du temps qui passe, mais elles n'en ont pas moins contribué pendant un demi-siècle à la focalisation des recherches historiques sur les gauches, entendues au sens large, et sur leur division. Le succès puis l'échec du Front populaire était-il avant tout l'œuvre des communistes ou des socialistes ? Une mémoire de droite existe aussi cependant, bâtie par les acteurs, et beaucoup plus homogène qu'à gauche mais en même temps beaucoup moins visible, cela expliquant peut-être ceci, y pensez toujours, n'en parlez jamais, comme disait Léon Gambetta à propos de l'Alsace-Moselle. Le naufrage de l'État français rendit vite impossible l'énoncé abrupt du racisme social à l'encontre des classes populaires. La débâcle provoquée par les 40 heures et le Pernod. Version de Louis-Ferdinand Céline, Les loisirs et la vinasse. Perdura cependant un récit marqué par l'accent mis sur l'incompétence économique des gauches. Une incompétence de principe qui rendait illusoire a priori tout espoir d'un vaste et rapide progrès social. On connaît bien les écrits d'Alfred Sauvy. On peut y ajouter l'argumentaire développé en 1966 par Jean-Marcel Jeanneney face à Pierre Mendès France, à l'occasion d'un débat pour le 30e anniversaire du Front populaire, les 2 derniers volumes de la monumentale Histoire de la Troisième République de Jacques Chastenay, ou encore la vision du Front populaire qui inspire l'œuvre prolifique d'Henri Amouroux. Il me semble que s'intéresser à cette mémoire des droites, dont les débats actuels sur les 35 heures nous rappellent fort à propos la prégnance, permet de dire avec force que le Front populaire fut un moment décisif de l'affrontement politique bipolaire en France. Cristallisa en effet à ce moment-là, de façon définitive, le nouveau clivage droitesse-gauchesse autour de la question « La République doit-elle être sociale ou non ?» Ce clivage émergeait depuis la fin du XIXe siècle, quand les mutations de la société s'accélérèrent soudainement sous l'effet de la deuxième révolution industrielle. Il finit précisément au printemps 1936 par l'emporter sans l'effacer, sur le clivage qui avait dominé tout le siècle précédent, et qui portait sur la nature du régime politique. Envisager les droites dans leur affrontement aux gauches en 1936, ou mieux, entre 1934 et 1940,
permet assurément de remettre en perspective et donc de relativiser le rôle des divisions des gauches dans leur échec. La démission contrainte de Léon Blum en juin 1937 fut avant tout le résultat tangible de la contre-offensive multiforme et efficace des droites. Comment véritablement comprendre en outre la curieuse période des 3e et 4e gouvernements de Camille Chautemps, juin 1937 au mars 1938, sur laquelle les récits historiques passent vite, sans regarder du côté des droites? L'existence de profondes divergences stratégiques à droite paraît en effet constituer un facteur décisif. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.